Bien, alors je vais essayer de vous parler de l'impact des nouvelles technologies dans le champ de la formation et de l'éducation. Mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Jacques Dominguez. Je suis le président de Episteme. Episteme est un centre de formation qui est spécialisé, il est tout récent, il est né en septembre 2017. Il est spécialisé dans la formation sur les nouveaux métiers, des nouvelles technologies, mais également pour la formation des enseignants, des formateurs d'entreprises en particulier, pour s'adapter aux nouvelles technologies. Alors, mon intervention d'aujourd'hui consiste à voir comment ces nouvelles technologies ont pu influencer l'éducation et la formation. Alors, au préalable, je vais désigner comme éducation la manière d'enseigner qui s'occupe de, comment je dirais ça, de permettre l'adaptation des personnes à l'adaptation à la vie sociale. La socialisation, donc c'est tout le problème des valeurs et les éléments de base qui permettent aux enfants et aux adultes par la suite de s'adapter dans la société. Et je fais la différence avec la formation qui, elle, est un type d'enseignement qui est plus lié à une notion d'économique. Donc c'est la formation professionnelle en particulier. D'ailleurs, si on me pose la question laquelle est la plus ancienne, je pense que les deux ont toujours cohabité. La dernière, la formation professionnelle, a été ancrée ou mise en avant, c'était certainement au Moyen-Âge, au temps des corporations. Alors avant de commencer, je souhaiterais revenir également sur la notion de nouvelle technologie. Alors, nouvelle technologie, c'est une technologie qui remplace une technologie dite traditionnelle, qui à son époque était également une nouvelle technologie qui remplaçait une technologie traditionnelle. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on va revenir aux origines de l'homme. Alors, les causes de l'histoire. L'histoire a fabriqué toute la technologie. Donc ici, j'ai pris comme exemple au départ la technique de l'écriture durant les temps, qui ont donné naissance aux écoles, avec tout ce qui est le matériel scolaire de l'époque, pour arriver à nos jours. L'histoire de l'écriture, parce que c'est, quand on est passé de l'écriture pictographique, donc nous sommes moins 6000 ans avant Jésus-Christ, à une écriture beaucoup plus, comment je dirais ça, ici nous avons une écriture proto-sinaïque, donc qui va donner surtout une écriture idéographique, avec l'écriture cunéiforme et les hiéroglyphes égyptiens. Regardez cette première image. Nous sommes en 500-460 avant Jésus-Christ. C'est un peintre, je ne sais pas si j'espère que je ne cache personne. C'est un peintre, le peintre Douris, qui dessinait sur des vases des scènes pédagogiques. Ça vous pensez à un ordinateur. Mais ce n'était pas un ordinateur, c'était une table en bois, une tablette en cire. Alors, je me suis amusé à essayer de voir de moins de 300. Donc nous sommes là dans l'école grecque, ce qu'on appelait la skole. Donc voilà, le personnage a perdu un peu de cheveux depuis, mais bon. Il s'est passé 2318 ans. Alors, nous sommes chez les Grecs, ce qui fait que les Romains, eux, ont pris l'école, ont copié l'école des Grecs pour faire la Scola. Et là, je vous montre une dame. Nous sommes en 75 avant Jésus-Christ. C'est une peinture de Pompéi. Pompéi, donc en 79, il y a le Vésuve qui va faire son éruption. Et donc on retrouve cette dame. Alors c'est assez particulier parce qu'elle porte... Voilà, elle a ici, sur le côté, ici, ce qu'on appelle un codex. Alors le codex, en fait, c'est l'ancêtre du livre. Le premier livre s'appelait le volumen. Mais lui, il a 3000 ans en arrière. Le volumen était un rouleau. À la différence avec le rotulus, qui lui, se lisait en vertical, le volumen en horizontal. Et à l'époque, le volumen était constitué de papyrus. Alors je me suis arrêté sur le codex ici, parce qu'il va donner, donc nous sommes en 75, il va donner quelque chose qui lui ressemble plus tard à notre tablette tactile. Et là nous avons 2000 ans. Bien, alors si je prends
ma tablette romaine. Je vous la montre. Donc vous voyez qu'encore à notre époque, ça existe. Donc cette tablette romaine, vous voyez, elle est en deux parties. Une partie, on écrivait sur de la cire avec un stylet. Le voilà. On écrivait sur une partie, on fermait la tablette, on l'envoyait, et la personne qui recevait la tablette remplissait l'autre partie. C'est sympa. Bien, mais avant ça, il y a eu autre chose. Alors j'ai toujours perdu mon... Ah voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis très distrait. Alors, cette tablette, donc 1300 à peu près, avant d'elle, donc moins 4000 ans en arrière, on retrouve une table en argile. Je vous la montre là, avec l'écriture cuniforme. Alors, le problème, c'est que nous avons des... Je souhaitais vous mettre une caméra exprès pour le voir, pour que tout le monde puisse le voir à l'écran en grand, mais la technique ne nous a pas permis ici de mettre notre technologie. Donc, voilà cette tablette. Alors, pourquoi cette tablette ? Parce que dès lors qu'on a construit une écriture proto-sinaïque, on a mis des scribes pour les écrire. Et ce qui veut dire que la première école, elle a été créée en 6000 ans avant Jésus-Christ. Ce point de départ fait que regardez l'évolution technologique entre une écriture qui était sur l'argile avec une tablette à la cire. Il aura fallu environ 3000 ans. En fait, on va s'apercevoir que l'évolution technologique, c'est comme un escalier où les premières marches sont très, très, très larges avec une hauteur très courte. Et plus on va monter l'escalier du temps, plus ces marches vont rétrécir et plus la hauteur de la marche va être haute. Et c'est ça qui est important à voir. Il ne faut pas voir l'évolution technologique comme une droite. C'est exponentiel. Et c'est cette partie exponentielle qui doit nous faire réfléchir. Vous qui, la plupart d'ici, êtes des enseignants, pour vous poser la question, qu'est-ce qui va se passer demain ? Alors, cette tablette en cire, je la situe au milieu de l'histoire, entre la tablette à l'iPad ou la tablette tactile. 3000 ans. Donc 3000 ans dans le passé, 3000 ans, nous sommes à 6000 ans. Mais ce n'est pas 6000 ans aussi direct. Regardez, on va passer de la tablette jusqu'au Moyen-Âge, va apparaître... Alors la tablette va décliner pour 1000 raisons, parce que ici va apparaître à partir du Moyen-Âge l'invention du papier, qui va devenir une industrie colossale. Mais je fais apparaître ici l'ardoise. Et cette ardoise va remplacer peu à peu la tablette de cire pour arriver aux années 1950. Alors c'est quand même fou de voir que, avec toutes ces années, on est passé de l'argile à l'ardoise. Et qu'en 1950, c'est ce qu'il y a dans nos classes. Donc nous avons ici l'ardoise et l'iPad, et puis là, 68 ans. La vérité, ou la véritable évolution technologique va se passer entre les années 50 et les années 2018, et c'est ce qui est important à voir. C'est-à-dire qu'on a vu les différentes marches de l'évolution technologique, et là, on voit une concentration de la technologie pour voir cette évolution. Et ce qui fait craindre, c'est ce qui vient après. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai pris également le tableau parce que lui, il a une finalité. Beaucoup utilisent aujourd'hui le TBI. Mais alors le tableau, lui, il est né dans les années 1800, et je crois, si je ne me trompe pas de mémoire, c'était un monsieur qui s'appelait James Killian qui l'a inventé. Nous sommes en 1800. Ce tableau est devenu vert. Il s'est séparé en paperboard et un tableau blanc magnétique. Et puis pour arriver aujourd'hui, en 2005, les premiers TBI. Donc vous voyez qu'avec l'ardoise, là aussi, l'évolution, elle s'est faite en 50 ans. Alors, on va essayer d'analyser maintenant ce qui s'est passé. Je vous laisse... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire va en fait modifier le fond de la structure de l'éducation, mais n'en modifiera que très peu la forme. Et ça va passer pratiquement inaperçu. Je peux vous assurer
que depuis l'école gréco-romaine, on n'a pas changé. C'est la même chose. On a toujours un enseignant, on a un espace didactique. Si la seule chose qui a changé, c'est qu'au temps des Romains, on fouettait les élèves. D'ailleurs, on avait inventé même des outils pour frapper les élèves. Quoique le Moyen-Âge qui reprendra par la suite, c'est assez litigieux. Bien. Alors, on arrive, si vous voulez, c'est une caricature, mais on arrive à modifier le fond, profondément, sans trop modifier la forme. Et ça, c'est quand même assez ambigu et sournois. On va essayer, donc, en 50 ans plus ou moins, il s'est passé des choses. Alors, on va essayer d'analyser sur le plan technologique les conséquences du temps. Et regardez les écoles qui arrivent depuis l'école des scribes. On a toujours à peu près la même chose. Alors, cette conséquence-là, on va essayer de l'analyser. Ici, vous avez, alors j'ai mis moins 35 000, moins 20 000, parce que ce sont les premières traces humaines où on a une trace de l'homme qui a, qui a fait passer ce qu'on appelle de la préhistoire à l'histoire. Ce sont les mathématiques. Nous avons ici l'os dit de Lebombo et l'os d'Isango. Ils ont 10 000 ans à peu près de différence. On pense que l'un est un calendrier lunaire, mais l'autre est un peu plus ambigu parce que les mathématiciens, ils sont dessus. Mais enfin, ici, c'était pour compter. En fait, dans l'évolution de l'être humain, nous avons ici, on a retrouvé l'homme de Tautavel il y a 400 000 ans à peu près. Donc nous avons juste là Sapien qui apparaît et il maîtrise le feu. Du fait que Sapien va comme passer d'une logique de chasseur-cueilleur à agriculteur, c'est-à-dire qu'il va domestiquer les animaux, il va commencer à planter, et bien il va falloir compter. Pourquoi? Pour savoir ce que j'ai. Donc ils ne connaissent pas forcément les mathématiques, mais ils vont rayer des supports pour pouvoir faire la comptabilité. Donc, alors par contre, à moins 6000 apparaît une première type d'écriture parce que le besoin de communiquer devient important. À partir de là, on va dessiner. Et le dessin, donc l'écriture ici pictographique, donnera plus tard, 3000 ans plus tard, l'écriture dite idéographique. Et c'est ça qui va être à la base avec nos alphabets qui vont apparaître dans l'alphabet notamment phénicien, qui est à la base de tous les alphabets, notamment de l'Europe et des pays arabes. Alors, on arrive en 1454. L'événement ici, c'est... Alors, bien que ça a été travaillé avant, puisque les Chinois y étaient avant, c'est l'invention de l'imprimerie. On a une ère de l'écriture manuscrite, donc qui va durer à peu près 7000 ans. Apparaît les grandes découvertes, et puis, donc, ici, il va démarrer pendant 500 ans l'ère de l'imprimerie. Voilà le premier échelon de l'histoire, notamment pour nous au niveau de l'éducation, parce qu'on va voir que... Alors, il y a... Il me manque une diapositive, mais c'est pas mal, c'est bien ça. Bon, il a été produit... Donc, en 400 ans, il a été produit 1,8 milliard de livres imprimés. Et si on regarde à l'époque des manuscrits, en 1000 ans, on a produit 10 millions de manuscrits pour en 400 ans en produire 1,8 milliard. C'est énorme. Alors, ce qu'on va voir, c'est que cette période de création de la... Voilà. Ici, vous avez pendant les 50 ans, on va avoir une cohabitation du manuscrit et de l'imprimerie. Et puis, il va démarrer, les grandes découvertes vont donner les grandes sciences, et à partir de là, on va rentrer dans l'ère des nouvelles technologies. Mais regardez que l'échelle du temps change complètement. Alors, on va essayer de voir ça d'une autre façon. Cette évolution technologique, l'écriture pictographique, l'imprimerie, les grandes découvertes, et à partir de là, ça monte en flèche. À tel point que vous allez prendre la naissance de ce qu'on appelle les TIC, les nouvelles technologies de la communication, et les TIS. Les TIS, ce sont les technologies de l'information et de la communication qui rentrent dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation. Alors on va voir pourquoi. En fait, ici, on va voir ce qu'on appelle une convergence des technologies. Donc à partir de 1800, où il y a les grandes découvertes, on va avoir une convergence des technologies. Et cette convergence des technologies va s'amplifier de plus en plus
Et le problème, c'est qu'on arrive ici, un point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer? Et là, un changement de paradigme, on va essayer de voir ce que, imaginons ce qui pourrait se passer. Et c'est quand même à très court terme. En fait, on va voir donc la communication avec le télégraphe de Morse pour arriver donc au téléphone sans fil. Donc, premier axe de convergence, c'est la communication. Le deuxième axe, c'est l'audiovisuel. Alors, j'ai pas marqué le cinéma, parce que sinon, je n'aurais pas de place. J'ai marqué quand même ici le kinétoscope et le kinétographe, qui sont l'ancienne caméra et projecteur. Et enfin, j'ai mis aussi derrière donc, les techniques d'enregistrement. Parce que, en fait, les techniques d'enregistrement, ça revient à faire la même chose qu'ici, en Mésopotamie, où on passait d'une société où tout était oral, et toute la transmission était pratiquement orale et en mémorisation personnelle, à mémoriser sur des plaques. Alors, ici, cette plaque d'argile, on pouvait écrire dessus, mais pour pouvoir faire des récits, c'est... Ici, par exemple, vous avez ici un coin, là, c'est en véritable écriture cunéiforme, mais vous avez, je crois, jusqu'à 50, je crois. Et là, vous avez l'alphabet d'un côté cunéiforme, mais en fait, si vous voulez écrire un livre, il vous faudrait, je ne sais pas combien de plaques d'argile pour arriver à écrire quelque chose d'important. Alors, l'avantage, c'était qu'à l'époque, on pouvait graver, et quand on avait fini, on le remettait dans l'eau, et on recommençait. Ça a été que plus tard, on a mémorisé en faisant cuire l'argile. Donc, ce sont des procédés qui peuvent nous paraître comme ça, désuets, mais déjà, l'idée de mémoriser était une idée importante. Alors, de là, ça va s'ajouter l'informatique. J'aurais pu mettre le disque dur ici, mais le fait que le disque dur rentre dans l'informatique, on va pouvoir gérer tout ça. Va arriver aux années juste avant Internet, et puis, quelque chose qui fait que ça pousse toujours l'histoire de la technologie, ce sont les crises. Ici, nous avons les crises de 68, donc que tout le monde connaît, 73, 79. Ici, ce sont les crises pétrolières. Et là, c'est la dernière qu'on vient de vivre. Mais tout ça va faire que les technologies de l'information et de la communication vont apparaître, suivies des nouvelles technologies, on va les voir. Et pour ce qui nous intéresse, c'est les TIS. Les technologies de l'information et de la communication, certes, sont nouvelles. En fait, c'est la concentration de ce qu'on vient de voir qui a donné ce secteur, ce champ. Par contre, les nouvelles technologies, alors là, c'est une rhétorique. Parce qu'en fait, en 10 ans, toutes ces technologies sont devenues obsolètes. Il y a des personnes qui ont utilisé des outils ou des produits technologiques, il y en a d'autres qui ne les auront jamais vus et qui seront passés par-dessus. Alors, cette convergence va donner donc les trois champs qui nous intéressent. Donc, la technologie donc, de l'information et de la communication, c'est une expression télématique qui regroupe donc, les techniques de l'informatique et de l'audiovisuel, des multimédias. Les TIC permettent aux différents utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'information, de stocker, de manipuler, de reproduire et de transmettre l'information sous forme d'images, de textes et de musique. Donc ça, c'est la grande avancée. Ici, les nouvelles technologies, c'est vrai que ce champ va être un champ propice aux nouveaux mots, aux anglicismes. On va entendre parler de MOOC. On peut en parler tout à l'heure. Je vous laisserai pour pouvoir poser des questions et avoir un échange. Mais voilà. Donc ici, on va rentrer plutôt ce que j'appelle moi une rhétorique économique visant à modifier les comportements des utilisateurs d'une logique d'utilisation vers une logique de consommation. Voilà. Donc on peut se retrouver avec des outils ou des appareils que même certaines personnes n'ont jamais utilisés dans certains endroits. Et voilà. Bon. Alors, les TIS donc regroupent l'ensemble d'outils conçus pour utiliser, pour produire, pour traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire les documents numériques à des fins d'enseignement et d'apprentissage. C'est une manne pour l'enseignant. C'est-à-dire que nous avons un véritable, à disposition, un thésaurus, une documentaliste ou un documentaliste, on a tout à portée de main. Il suffit avec des petits clics de gérer tout ça, c'est génial. Enfin, je ne sais pas. Alors, les TIS vont utiliser ce qu'on appelle des logiciels, vont utiliser de la technologie et des techniques. En logiciel, on va trouver des manuels numériques, des didacticiels qui sont des outils informatiques développés pour l'enseignement, et des serious games. Ah tiens, en voilà un qui arrive. Serious game,
C'est quoi? C'est un jeu sérieux. Alors, si je ne me trompe pas, le premier jeu sérieux, ça date de Montaigne. Alors, un jeu sérieux, ça veut dire quoi? C'est un jeu qu'on va utiliser à des fins pédagogiques. Mais je crois que ça a été plutôt un détournement. Parce qu'on va passer... on va trouver des serious games. Moi, je ne sais pas, je mets quand même entre parenthèses la notion de serious, parce qu'un jeu éducatif, et vous le savez aussi bien que moi, ce qui est le plus important dans une démarche pédagogique, c'est l'évaluation. Et le résultat que les gens soient contents de jouer, je comprends. Mais ce qui est important derrière, c'est quand même les démarches d'évaluation qu'on doit avoir. Alors, il y a quand même une possibilité de détourner un jeu que vous avez peut-être pu faire en classe à des fins pédagogiques. Alors là, ça s'appelle du serious gaming. Voilà. Donc, on va voir comment... je vais voir tout à l'heure, je vais vous montrer une méthode que nous avons mis au point de serious gaming. Bien, les techniques. Alors, on va utiliser la réalité virtuelle au mix, la réalité augmentée, la photogrammétrie et la 3D. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous déchiffrer un peu tous ces mots barbares. Et puis la technologie, imprimante 3D, plateforme de formation en ligne, tableau interactif, tablette interactive et smartphone. Voilà le nouveau attirail de la didactique. Bien, alors, les TIS vont modifier les pratiques pédagogiques. Mais bien, ça va nous réduire le temps de formation, démocratiser les dispositifs de formation, faire disparaître l'espace pédagogique, développer des démarches d'analyse de besoins d'information, développer des dispositifs d'évaluation. La formation devient un produit de consommation. Ça ici, ça devient inquiétant. Parce que faire un produit de consommation, en fait, ça veut dire, je n'engage que moi bien entendu, et ce n'est qu'une mon opinion, et Dieu me garde, je respecte profondément la vôtre. Mais voilà, moi, l'opinion que je me fais, c'est que je me dis que la formation, moi qui étais professeur, formateur, c'est un service, c'est pas un produit. Et sinon, on va finir, j'ai peur que de devenir ce qu'on appelle, vous savez, les apothicaires, hein, ils sont devenus des épiciers. Voilà. Alors, ça va modifier également les méthodes pédagogiques. En fait, on va passer de la parcellisation au regroupement des méthodes pédagogiques. Alors ça pose un point d'interrogation, mais je vais le développer tout de suite. Alors, d'abord, on va essayer de voir tous ces mots barbares qui sont le TBI. Bon, alors je crois que ça commence par la 3D, donc tout le monde comprend la 3D. Donc, au lieu de passer en 2D, on a la possibilité de, grâce au dessin, de montrer des pièces, au lieu d'avoir des pièces réelles, de les montrer en 3 dimensions, ce qui permet une meilleure visualisation de l'objet. L'impression 3D. Alors ça, je trouve une application certainement, peut-être plus tard, dans les écoles primaires, notamment dans les maternelles ou dans les premiers niveaux, pour fabriquer des jouets. Au lieu d'avoir directement leur cube, c'est de faire participer les enfants à la création de leur propre cube, tout en mettant aussi une possibilité de, comment je dirais moi, de rentrer dans les nouvelles technologies. Vous voyez aussi qu'il y a des prothèses qui sont faites et ça ouvre plein de possibilités. Ah, la photogrammétrie. En fait, la photogrammétrie, c'est une technique qui consiste à prendre plusieurs photographies. Vous voyez, là, on a mis un drone d'un endroit et de faire une élévation en 3D grâce à la multitude de photographies qui ont été prises. Dernièrement, le drame qu'il y a eu à Millas a été photographié par un drone pour qu'on puisse voir en élévation 3D ce qui aurait pu se passer sur l'accident. La réalité virtuelle au mixte. En fait, cette technique permet de passer dans ou derrière l'écran. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez passer derrière l'écran et vous tournez la tête, vous êtes dans l'écran. C'est assez spectaculaire d'ailleurs. Il y a ici des stagiaires qui ont suivi dernièrement une formation. Jonathan, ils parleront tout à l'heure de leur expérience. Alors la réalité augmentée, ça c'est ce qui va venir après. Donc vous imaginez, là en ce moment, vous êtes assis dans cette salle, je vous mets un casque transparent, donc des lunettes, et je peux vous faire apparaître n'importe où un objet, donc faire apparaître tel que vous le voyez sur la table, mais en fait qui n'existe pas. Donc vous pourriez voir une ardoise ou la tablette, mais qui ne serait pas là. Donc ça permet de mixer la réalité
virtuelle et la réalité augmentée. Voilà, donc vous voyez ici, on peut faire apparaître un clavier sur une main, ou des objets. Toutes ces techniques peuvent être utilisées en didactique maintenant. Le fameux TBI, donc, qui permet d'avoir un tableau interactif, vous en avez un ici, on n'a pas pu l'utiliser parce qu'il n'y a pas de compatibilité et d'Internet, donc il y en a déjà, ça fonctionne très bien. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'enlever du centre de la relation pédagogique l'enseignant et de mettre au tableau ce qui est important. Alors, on modifie les méthodes pédagogiques. Voilà, ici je vous ai proposé, je vais vous mettre un peu plus grand, la grenade de Petri, donc, qui montre toutes les pédagogies qui existent. Sincèrement, je crois qu'il y a autant de pédagogie que d'éléments ou que de personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense, je n'engage que moi là aussi, c'est qu'on est parti dans une dichotomie dans les méthodes pédagogiques. Depuis Freinet, depuis Montessori. Mais de toute façon, si Freinet et Montessori ont existé, c'est qu'ils se posaient quand même quelques questions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Alors, imaginez une voiture qui roule. Elle roule. Et vous allez dire que les roues, je sais pas moi, le volant est plus important que le rétroviseur. Eh bien, chaque partie de cette voiture que vous avez sortie est une méthode. Alors forcément, les gens qui sont intéressés par les roues seront bons dans les roues. Ceux qui sont intéressés par les rétroviseurs seront sur les rétroviseurs. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est une dichotomie. Et je pense que l'intérêt résiderait plutôt à recentrer tout ça et à revenir à reconstruire la voiture pour que tout le monde puisse voyager. Alors, de tout ça, les nouvelles technologies vont permettre... Hop là, je vais trop vite. Elles vont vite, les nouvelles technologies. On va pouvoir entrer donc dans ce champ, la ludification, ce que je disais tout à l'heure, la gamification, c'est-à-dire qu'on va pouvoir entrer le jeu pour travailler sur les problèmes de motivation que vous devez rencontrer souvent dans vos cours, pour la plupart des enseignants qui étaient ici. Et puis le serious game, alors qui lui intègre à lui tout seul la démarche d'évaluation. Je vous laisse observer ce diagramme qui va terminer cette première partie. Pédagogie temporelle, c'est que vous avez des cours, vous préparez un examen pendant un temps donné. La didactique matérielle, c'est que vous travaillez avec des choses qui sont concrètes et réelles. Alors moi, je vais donner une période de 15 ans. On va changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut se poser maintenant la question dans une pédagogie intemporelle. C'est-à-dire le temps ne compte plus. Mais je peux vous assurer, moi, qu'avec la réalité virtuelle, l'espace ne compte plus. Quant au contenu, la plupart de vous, ou j'espère qu'il en reste beaucoup, doivent créer les contenus de cours. Parce que maintenant, on a des bouquins électroniques, hein, tout arrive dedans condensé. Et il faudrait quand même se poser la question que nous sommes des enseignants et que la pédagogie, c'est nous qui la portons. Alors, je peux vous assurer, moi j'ai 62 ans, à peu près, 61 ans, je me vieillis. Je pense que ce qui est le plus important, c'est pas la technologie, c'est ce qu'il y a, c'est nous, c'est vous. C'est la construction de vos cours, c'est d'aimer vos élèves. Je ne pense pas qu'une caméra ou qu'un tableau va aimer les élèves. Donc c'est à vous à construire les cours. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui va se passer, c'est ce que je crains ici, dans ce paradigme, c'est que j'ai peur, donc c'est que ce qui va se passer, c'est que nous inversions ici la courbe, et vous voyez qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, vers quelque chose où ça va être autre chose qui va gérer l'éducation. Alors, vous allez comprendre rapidement. Si vous vous rappelez de tout à l'heure, je vous ai parlé des Romains et des Grecs. Alors, les Grecs, ils ont fait l'école pourquoi? Rappelez-vous, vous ne vous rappelez pas, mais Socrate, il faisait des discours sur les sophistes. En fait, c'était l'école pour apprendre ce qui est beau, la philosophie, les mathématiques aussi. Les Romains, eux, ils ont utilisé l'école 200 ans après, uniquement pour envahir les pays. C'est Scipion qui a mis toutes les scolas
en Gaule. Ne croyez pas, ce ne sont pas les Romains qui ont envahi la Gaule. Ce sont les Gaulois qui sont devenus des Romains, grâce à l'école. Et quand les Romains se sont éteints, les religions ont pris l'éducation. Et maintenant, c'est l'économie qui est en train de prendre l'éducation. Voilà, donc ça c'était ma première intervention.